Les bêta-bloquants sont utilisés en cardiologie depuis le milieu des années 60. Ils font partie des antihypertenseurs utilisés dans l'hypertension artérielle, mais pas seulement. Ils sont aussi indiqués dans l'insuffisance cardiaque, dans l'arythmie et d'autres cardiopathies comme l'angor et l'infarctus du myocarde, mais ils ne se limitent pas aux pathologies cardiovasculaires. Je vous parlerai des autres plus tard dans la vidéo. Parlons d'abord de la physiologie des récepteurs bêta-adrénergiques qui sont la cible des bêta-bloquants. Ce récepteur adrénergique en bleu est constitué de 7 motifs transmembranaires. Il est lié à une protéine G à travers laquelle il stimule l'adénylate-cyclase qui transforme après stimulation l'ATP en AMPC pour ensuite transduire le signal. Les agonistes ou activateurs des récepteurs bêta-adrénergiques sont par exemple l'adrénaline, la noradrénaline, la dopamine, la dobutamine et le salbutamol. Le récepteur bêta n'est pas la cible principale de ces molécules, ce qui est à l'origine des effets indésirables qu'ils peuvent provoquer. L'AMPC, obtenu par transformation de l'ATP, est un second messager qui va activer la pKa ou protéine kinase A. Et cette protéine va phosphoryler plusieurs protéines différentes et cela explique la diversité des effets des bêta-bloquants et leurs multiples indications. Il existe 3 types de récepteurs bêta-adrénergiques. Les récepteurs bêta 1 situés au niveau du cœur et de l'appareil juxtaglomérulaire des reins. Ensuite les récepteurs bêta 2 situés dans les vaisseaux sanguins et les poumons. Il existe aussi les bêta 3 qui sont situés dans les adipocytes et qui après stimulation augmentent la lipolyse, mais là je vais seulement me concentrer sur les bêta 1 et les bêta 2. La stimulation des bêta 1 résulte en un effet inotrope positif, c'est-à-dire une augmentation de la force de contraction, mais aussi un effet chronotrope positif, c'est-à-dire augmentation de la fréquence cardiaque, un effet dromotrope positif, c'est-à-dire une augmentation de la vitesse de conduction auriculo-ventriculaire, et enfin un effet batmotrope positif, c'est-à-dire une augmentation de l'excitabilité ventriculaire. Donc de manière générale, cela donne un effet stimulant cardiaque. Et en plus de ça, il y a une augmentation de la sécrétion de rénine par l'appareil juxtaglomérulaire situé au niveau des reins. L'activation des récepteurs bêta 2 va donner un effet stimulant cardiaque, mais qui est non prédominant. On retrouve surtout une relaxation des fibres musculaires. Les fibres musculaires étant retrouvées dans de multiples organes, les conséquences seront une vasorelaxation, une relaxation intestinale, une bronchorelaxation qui est mise à profit dans l'asthme avec les bêta-2 mimétiques. Des exemples de bêta-2 mimétiques sont le salbutamol et la terbutaline. Ensuite, il y a aussi une relaxation utérine qui peut être mise à profit dans les accouchements prématurés. Ce sont donc les effets obtenus après stimulation de ces 3 récepteurs avec par exemple l'adrénaline. Les bêta-bloquants, eux, vont, comme leur nom l'indique, bloquer ces récepteurs, donc avoir des effets inverses. Les bêta-bloquants sont une classe majeure, très utilisée, d'un grand intérêt thérapeutique dans le domaine cardiovasculaire. Ce sont des antagonistes compétitifs des catécholamines, qui sont, comme dit précédemment, l'adrénaline et la noradrénaline. Seul l'isomère lévogir détient l'activité bêta-bloquante. Ces médicaments n'agissent pas uniquement sur les récepteurs bêta, ils peuvent aussi être alpha-bloquants comme c'est le cas du labétolol, qui est utilisé chez la femme enceinte car il est moins puissant que les autres bêta-bloquants. On classe les bêta-bloquants en 2 groupes, les cardiosélectifs et les non-cardiosélectifs. Au sein de ces 2 classes, il y a soit ceux avec une ASI et ceux sans ASI, je développerai l'ASI plus tard. En ce qui concerne la sélectivité, les bêta-bloquants cardiosélectifs sont tout simplement sélectifs des récepteurs bêta 1, c'est-à-dire qu'ils n'agissent que sur ce type de récepteur adrénergique. Cela permet d'éviter les effets indésirables liés aux récepteurs bêta 2. Ils vont permettre de diminuer le travail cardiaque et la consommation en oxygène par le cœur, ce qui se traduit en des effets inotropes négatifs, chronotropes négatifs, dromotropes et batmotropes négatifs. Leur effet sur le cœur est donc de diminuer le débit cardiaque, la tension artérielle et diminuer les résistances périphériques. Au niveau rénal, ils vont diminuer la libération de la rénine, ce qui va conduire à une inhibition du système rénine-angiotensine-aldostérone. Dans ce système, le foie va synthétiser l'angiotensinogène, qui sera transformé en angiotensine 1, et la rénine va transformer cette angiotensine en angiotensine 2, qui donnera l'aldostérone. Les effets de l'aldostérone sont la rétention hydrosodée, l'augmentation de la volémie et donc l'hypotension qui seront empêchées par les bêta-bloquants.
Les non cardiosélectifs vont, eux, bloquer les récepteurs bêta 1 et bêta 2. Ils donneront donc beaucoup d'effets indésirables liés à ce blocage des récepteurs bêta 2, à savoir un effet hypoglycémiant. D'ailleurs, ils favorisent l'hypoglycémie chez les diabétiques et masquent les signes adrénergiques d'alerte d'une hypoglycémie comme l'anxiété, la sueur, les palpitations et les tremblements. D'autres effets indésirables sont la vasoconstriction, un syndrome de Raynaud, une bronchoconstriction. C'est pourquoi ils sont contre-indiqués chez les asthmatiques et les personnes avec une BPCO. Mais aussi une diminution de la pression intraoculaire, ce qui est mis à profit dans le traitement du glaucome. À propos de l'ASI mentionné au départ, c'est en fait une activité sympathomimétique intrinsèque, ce qui signifie que le bêta-bloquant a une activité agoniste partielle des récepteurs bêta. Cela permet de limiter l'effet bradycardisant et le risque d'aggravation du syndrome de Raynaud. L'athénolol, lui, est cardiosélectif. On le voit sur la molécule par le cycle benzène substitué en para retrouvé chez tous les cardiosélectifs. L'oxprénolol présente une activité ASI, ce qui se voit par le cycle benzène substitué en ortho cette fois. L'acébutolol est à la fois cardiosélectif et ASI positif. Et comme on peut le voir sur la molécule, le cycle benzène est substitué à la fois en para et en ortho. Je vais vous donner mes moyens mémotechniques pour retenir les bêta-bloquants cardiosélectifs. Retenez la phrase « Les nouveaux bêta-bloquants exclusifs agissent majoritairement avec cardiosélectivité » et la majuscule de chaque mot correspond à un bêta-bloquant, comme vous pouvez le voir, avec l'acébutolol, le céliprolol. Pour ceux avec une ASI, la phrase est « contient propriété agoniste partielle-like » et de même, chaque majuscule correspond à un bêta-bloquant. En ce qui concerne la pharmacocinétique, les bêta-bloquants sont répartis en deux groupes, les lipophiles et les hydrophiles. Les lipophiles présentent une bonne résorption digestive, une forte distribution tissulaire, ce qui fait qu'ils passent la barrière hémato-encéphalique et la barrière fœtoplacentaire, donnant lieu à des effets neurologiques et une éventuelle toxicité fœtale. Ils ont une courte demi-vie, donc ils nécessitent 2 à 3 prises par jour. Leur effet de premier passage hépatique est important, donc ils ont une forte variabilité interindividuelle. L'élimination urinaire est sous forme de métabolites inactifs, il faut donc adapter la posologie chez l'insuffisant rénal. Des exemples de bêta-bloquants lipophiles sont le propranolol et le métoprolol. A l'inverse, les hydrophiles ont une faible résorption digestive, une faible distribution tissulaire et de ce fait moins d'effets indésirables, leur demi-vie est plus longue, donc une prise par jour est suffisante. Ils sont peu métabolisés, donc il y a moins de variabilité interindividuelle que les lipophiles. De plus, leur élimination urinaire est sous forme inchangée. Des exemples sont le sotalol et le labétolol. Le désavantage des lipophiles est donc qu'ils peuvent donner des effets indésirables, comme des cauchemars, des insomnies. Pour les éviter, il faudrait les prendre le matin. Mais aussi des hallucinations et de la fatigue. Si le patient les tolère mal et présente ces effets indésirables, on lui conseille de changer vers les hydrophiles. Comme dit au début, les bêta-bloquants présentent plusieurs indications, comme l'hypertension artérielle où ils agissent en tant qu'antihypertenseurs. Ils sont indiqués dans l'insuffisance cardiaque, dans l'angor et aussi en tant qu'antiarythmiques. Les bêta-bloquants font partie de la classe 2 des antiarythmiques, sauf le sotalol, qui fait partie de la classe 3 avec l'amiodarone. Dans la migraine, le bêta-bloquant utilisé est le propranolol en traitement de fond. Ils sont aussi utilisés dans le glaucome où le timolol permet de réduire la pression intraoculaire. On retrouve aussi les tremblements essentiels et l'hyperthyroïdie comme indication. Dans l'asthme par contre, ce sont les bêta-2 mimétiques que l'on utilise, c'est-à-dire des agonistes des récepteurs bêta qui agissent de manière opposée aux bêta-bloquants, qui sont donc contre-indiqués dans l'asthme et la BPCO. Voilà, merci d'avoir regardé, j'espère que vous avez apprécié, donc laissez un petit pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner.